J'ai l'impression que je l'ai. Bon, merci chers collègues et amis d'être présents. Je mets un peu plus les formes que d'habitude. Donc, je vais vous parler de deux choses a priori qui ne sont pas incompatibles, mais qui ne vont pas forcément ensemble, et que j'ai décidé de réunir. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, très brièvement. Je ferai un tout petit peu d'histoire littéraire et puis, ou de théorie littéraire, et puis ensuite donc, je rentrerai dans le vif du sujet. Donc d'abord je vais vous dire d'où je parle, vous savez la fameuse question de Barthes à laquelle on ne répond jamais parce qu'on ne sait pas finalement d'où on parle. Donc moi j'ai commencé à m'intéresser à l'autofiction par le biais du postmodernisme et de la littérature postmoderne américaine, et notamment de textes de Philip Roth, Deception, Operation Shylock. Puis il y avait The Council Life aussi, puisque quand même il a largement pratiqué l'autofiction sous toutes ses formes, la plus bouffonne, Operation Shylock, et puis la plus classique, Deception. Et puis donc en 2007, alors moi j'ai toujours trouvé que c'était une théorie très intéressante. Je suis un peu moins convaincu par la pratique. Vous savez, souvent c'est le contraire, les gens aiment bien lire les textes d'autofiction, mais la théorie ça les ennuie. Moi c'est tout à fait le contraire. Je trouve qu'à la limite ça donnait presque plus de textes théoriques intéressants que de textes littéraires, mais bon ça c'est un avis que je partage avec moi-même. Donc en 2007 j'ai publié un petit article, je vous fais pas, mais sur l'auto-narration, donc dans Poétique. Alors c'était un article qui n'obéissait pas à une logique substitutive, c'est-à-dire je ne proposais pas de remplacer l'autofiction par l'autonarration, je ne me serais vraiment pas permis, mais j'expliquais que, et c'était d'ailleurs un point de vue assez subjectif, que pour moi l'autofiction ne donnait pas un grand plaisir de lecture, que c'était un contrat de lecture que je ne comprenais pas, et que l'autobiographie méritait peut-être qu'il fallait lui donner une deuxième chance. Et cette deuxième chance, c'était l'autonarration, c'est-à-dire une forme autobiographique plus sérieuse, plus peut-être ambitieuse d'un point de vue esthétique, avec un contrat de lecture quand même basé sur une forme de sincérité, ce qui n'était plus le cas de l'autofiction. Et puis j'ai explicité ça un peu plus en longueur 3 ans après avec un ouvrage où je traitais peut-être plus en détail de la référentialité du jeu, qui pour moi reste un des grands problèmes de la théorie littéraire. Qu'est-ce qui se cache derrière le jeu fictionnel et le jeu référentiel? Et alors le jeu autofictionnel, il est d'autant plus problématique, il prétend être double, hybride, comme dirait Philippe Gasparini. Et alors je me suis retrouvé dans une petite clique française d'autofictionnalistes, à la fois des pratiquants et puis des théoriciens. Et en fait en France, ils sont souvent les deux. C'est-à-dire que quelqu'un comme Philippe Villain écrit de l'autofiction et puis publié aussi de la théorie sur l'autofiction. Donc, et c'est une petite clique assez fermée où on s'est retrouvé dans des décades, des colloques très sympathiques, mais bon, finalement, on a toujours répété un petit peu les mêmes choses. Donc, après mon bouquin en 2010, j'ai un peu arrêté l'autofiction. C'est dommage, que c'est quelque chose qui circule bien. Et puis récemment, en lisant donc beaucoup de poétique cognitive, je me suis aperçu qu'il y avait des choses dans la poétique cognitive, finalement des outils qui pouvaient être utilisés pour revisiter l'autofiction. Je me disais, ah oui tiens c'est dommage, si j'avais su ça à l'époque, je l'aurais intégré dans un article ou dans un bouquin. Vraiment il y avait, notamment sur encore une fois la référentialité du jeu, il y avait des choses très intéressantes qui apportaient quand même de nouvelles perspectives. Et puis donc récemment, j'ai décidé de retravailler sur l'autofiction, mais à travers le prisme de la poétique cognitive et de quelques outils en particulier. Je vais vous dire lesquels, et puis surtout je voudrais avoir vos impressions sur l'autofiction et sur la validité des outils que je vais vous présenter. Donc votre avis va m'intéresser tout particulièrement, parce que, encore une fois, l'autofiction c'est assez subjectif, puis finalement avoir toujours échangé avec les mêmes personnes, je pense qu'il est temps qu'on élargisse un petit peu le cercle. Mais en fait l'autofiction c'est quelque chose qui est en train de se développer énorme, alors qu'en France, bon, je vais vous dire pourquoi, la source tarie un petit peu, c'est quelque chose qui, notamment en Amérique du Sud et en Europe du Nord, est en train vraiment de prendre une certaine ampleur au niveau pratique, au niveau théorique. Au niveau pratique, notamment avec, je ne sais pas si vous connaissez un auteur norvégien qui s'appelle Karl Ove Knausgaard, qui a publié une auto-narration en 8 volumes, Min Kamp en danois, en norvégien, donc My Struggle. Il joue là-dessus.
C'est My Struggle. Alors le premier volume a été publié en français, Mon combat. Et ils ont publié 2 volumes en anglais, My Struggle Volume 1 et Volume 2. Le troisième va être traduit en anglais au mois de mai. Mais c'est bien sûr en norvégien, danois, suédois. Ça a été traduit, ça a été écrit en norvégien, mais ça a été traduit en danois et en suédois assez rapidement. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Il est comparé à Proust, à Henry Roth. Donc moi j'ai lu le premier volume en français, le deuxième en anglais, et c'est exceptionnel. Vraiment, c'est un travail. Alors c'est de l'hyper-pointillisme, c'est une écriture assez morne sur le quotidien. Il va passer 100 pages à décrire le coucher de ses enfants ou son petit déjeuner, et en même temps c'est une entreprise assez incroyable. Je vous encourage vraiment, notamment le deuxième volume là, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi fort et aussi pénible à lire. Tu peux nous redonner le nom de ça? Alors c'est Karl, avec un K, O-V-E, et Knausgaard, K-N-A-U-S-G-A-R-D. Il y a un petit rond, je crois, sur le A ou quelque part. Vous trouverez, c'est Mon combat, My Struggle en anglais. Je trouve que la traduction anglaise est mieux que la traduction française. Je suis pas un expert. Donc je vais commencer par un petit travail d'histoire, de théorie littéraire. Pour situer l'autofiction, je suis obligé un petit peu, parce que forcément je vais me positionner par rapport à ce qui a été dit sur l'autofiction, parce que finalement je suis un petit peu en désaccord. Donc si l'épicentre de la théorie autofictionnelle se situe sans aucun doute en 1977, je crois que c'est décalé. En 1977, à l'occasion de la publication de Fils de Dubrovsky, parce que c'est lui qui a inventé le substantif sur la 4e de couverture, je situerai personnellement le point d'orgue de cette même théorie en 2008, date de la publication de l'ouvrage de Philippe Gasparini, Autofiction, une aventure du langage, et de la première décade consacrée à l'autofiction, organisée par Isabelle Grell et Claude Burgelin à Cerisy, à la même date, donc en 2008. Alors depuis cette date, comme je vous l'ai dit, il semblerait que la source théorique se soit tarie, il y a eu moins de publications, du moins en tout cas en France. Alors la faute, on revient très certainement à Gasparini et à la qualité du panorama historique proposé dans son ouvrage. Alors, il avait publié en 2004 un ouvrage qui s'intitulait « Est-il jeu ?», consacré plus largement au genre autobiographique, mais qui avait quand même déjà déblayé le terrain des écrits autoréférentiels ambigus. Et en fait, il y a déjà quand même des répétitions entre « Est-il jeu ?» et puis « Autofiction et l'aventure du langage ». Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment un ouvrage chum. Donc cette tendance à la baisse peut aussi s'expliquer par une certaine lassitude du public général et peut-être universitaire face au nombre important de publications dédié à ce sujet au cours des années 90 et 2000, surtout la première partie des années 2000, même si certaines présentaient vraiment de réelles qualités théoriques. Je pense notamment à celle de Vincent Colonna, Philippe Villain ou encore Madeleine Ouellet-Michalska au Québec. Alors il y en a plein d'autres, mais j'ai choisi ces trois-là, même si ce n'est pas forcément celle avec lesquelles je suis le plus en accord, elle me semble vraiment très intéressante. Donc même si aucun travail n'est définitif, la stratégie englobante, à la fois historiquement et théoriquement, choisi par Gasparini, a rendu le travail particulièrement difficile pour celles et ceux qui ont souhaité écrire sur le genre depuis. Tout n'a pas été dit, mais enfin, beaucoup de choses ont été dites dans l'ouvrage de Gasparini. Donc l'absence de nouvelles formes notoires a finalement ancré historiquement l'autofiction au tournant du XXIe siècle. Donc certains avaient lié son destin à celui du postmodernisme, et il pourrait s'avérer qu'ils avaient raison, mais je vais revenir sur ce point. Donc avant d'entamer le travail de déplacement théorique que je me propose de faire aujourd'hui, principalement par le biais de la poétique cognitive, je souhaiterais revenir sur deux aspects de la longue histoire de la définition de l'autofiction, alors sans pour autant remettre en cause le travail séminal de Gasparini, mais afin de préparer le terrain sur lequel je vais fonder mon analyse. Donc dans un premier temps, il me semble important de garder à l'esprit que l'origine du néologisme autofiction relève pleinement de la sérendipité. Il ne faut en effet pas oublier et je cite Gasparini, qu'autofiction mit 20 ans à entrer dans le vocabulaire journalistique. De plus, il serait malhonnête de contester à Dubrovsky la paternité du néologisme, il serait tout aussi malhonnête de lui attribuer celle du genre.
Cela a déjà été précisé à maintes reprises, les autobiographies licencieuses préexistaient à l'acte fondateur de 1977 et ont dépassé largement son périmètre depuis. De plus, si théoricien et écrivain ne s'étaient pas engouffrés dans la brèche ouverte par l'auteur de Fils, il est probable que le néologisme n'aurait pas eu l'écho qu'il a eu. L'autofiction est donc une œuvre collective, même si la logique darwinienne qui sous-tend la vie des concepts souligne forcément le génie de celui qui s'est résumé une pratique esthétique par un néologisme et fédérer une époque, une communauté autour d'un simple mot. Ça, donc, il faut quand même reconnaître à Dąbrowski qu'il a eu le génie du mot, et en effet, il a fédéré une communauté nationale quand même autour d'un mot. Il est néanmoins important de préciser qu'à l'exception de quelques pays comme l'Espagne, ce substantif n'a jamais réellement dépassé les frontières de la francophonie, alors que sa construction le prédisposait pourtant à une entrée sur le marché anglophone, on aurait pu dire autofiction ou science fiction, ce ne fut jamais le cas. Et d'ailleurs, Dąbrowski, durant la décade à Cerisy, a dit à Gasparini qu'il y avait un seul aspect qu'il n'avait pas peut-être mentionné dans son livre, c'est que quand il a pensé à autofiction, c'est que Dąbrowski enseignait à l'université de New York, et quand il a créé le néologisme autofiction, il pensait quand même au faction américain, qui est le nouveau journalisme, aussi un mélange entre référentiel et puis récit romanesque. Donc c'est vrai que on aurait pu avoir du science fiction et néanmoins c'est jamais arrivé aux États-Unis. Donc cette idée essentiellement française, cette identité essentiellement française peut être l'une des raisons pour lesquelles ce mot a suscité d'éternels débats et controverses. On a souvent confondu le substantif et les textes qu'il désigne. Cependant, le terme a rarement été remis en cause. Voilà aussi, il y a les disciples de Dąbrowski, des disciples brillants, mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est une œuvre qui a été très défendue. Donc cependant, le terme a rarement été remis en cause. De la même manière, le corpus qu'il désigne est dans l'ensemble consensuel, et tout comme le terme postmodernisme est souvent contesté, finalement, si on demandait à tout le monde de définir les 20 romans français, américains, postmoderne, je pense qu'on arriverait quand même à au moins retrouver toujours les 10 mêmes romans, et ce serait pareil pour finalement l'autofiction en France. Donc, mais finalement le débat c'est finalement surtout centré sur l'éthique du genre, plus que sur les frontières du genre, mais sur l'éthique du genre. Et le philosophe Hilary Putnam a montré que si le langage est capable de décrire une expérience, il le fait avant tout en tant que réseau et non phrase par phrase. Et dans le cas de l'autofiction, à mon avis, l'idée de réseau est essentielle, mais encore une fois, on le définit par le réseau. On a réussi quand même à définir des frontières assez stables à plusieurs. Gasparini, encore une fois, a fini d'entériner ces frontières. Mais encore une fois, c'est un réseau local, je vais revenir là-dessus. Donc l'existence de textes tels que Luna Park de Bret Easton Ellis, dans un pays où le mot d'autofiction n'existe absolument pas, les États-Unis, illustre parfaitement le fait historique que l'autofiction en tant que genre existe au-delà du substantif qui la désigne, qu'elle est autre que le nom qui la désigne. Finalement, peu importe de ne pas connaître le mot, ça va empêcher, encore une fois, certains pays et certaines traditions littéraires de pratiquer l'autofiction. Donc, encore une fois, on a souvent dit que le mot crée la chose, là, c'est pas forcément le cas. Donc, pour en finir avec cette précision, et c'est uniquement, encore une fois, au genre que je vais m'intéresser aujourd'hui, non à la marque déposée, malgré une tendance inhérente à orienter la pratique plus vers la fiction que vers la réflexion autoréférentielle, le substantif a eu principalement le mérite de circuler parfaitement dans certaines communautés et d'être même vecteur de créativité à une époque précise dans un pays précis. Donc j'insiste là-dessus. Donc je souhaitais revenir dans ces propos liminaires sur un deuxième aspect de l'évolution du genre et de la théorie qu'il a engendrée, à savoir son inscription donc, dans l'histoire littéraire, en partie liée à ce que j'ai pu rappeler ci-dessus. Donc on le sait, la volonté première de Dąbrowski était de trouver une forme d'écriture de soi qui sorte des ornières habituelles dans lesquelles l'autobiographie en général s'était enlisée. Gasparini montre bien que le projet dąbrowskien consistait principalement à faire entrer l'autobiographie dans la modernité par le biais, entre autres, de techniques majoritairement associées à la postmodernité. Je cite:
Donc Hill, Dubrovsky, note que l'autofiction doit, comme tout récit moderne, accorder une large place au métadiscours. On est quand même assez proche de conclusions liées à la théorie postmoderne. Donc dans un entretien accordé à Philippe Villain et publié dans Défense de Narcisse, Dubrovsky décrira d'ailleurs l'autofiction comme une variante postmoderne de l'autobiographie. Donc là il ne parle plus de modernité mais bien de postmodernité. Donc si l'autofiction désigne en effet un lieu d'incertitude esthétique, je cite Gasparini, page 7, il faut néanmoins préciser que ce lieu est fortement déterminé historiquement et se situe de par sa pratique et ses enjeux au centre du champ esthétique postmoderne. Donc pour moi quand même il y a une inscription forte dans l'histoire littéraire et dans une histoire littéraire qui dépasse largement l'autofiction. Il me semble regrettable qu'un certain nombre d'écrits sur l'autofiction aient fait l'économie d'une analyse historique de ce phénomène littéraire qui aurait permis de mettre en perspective l'apparition d'un substantif qui s'inscrivait dans l'air du temps et se désignait, peut-être sans le savoir, peut-être sans le savoir, une stratégie d'écriture déjà en cours. Parce qu'encore une fois, on retrouve un grand nombre d'autofictions pré-1977. En d'autres termes, cette stratégie, du fait du contexte idéologique, se devait d'apparaître à un moment ou à un autre sur la scène mondiale. Et l'épiphanie dubrovskienne, aussi géniale fut-elle, pour moi, relève de l'anecdote en dehors du territoire littéraire français et peut-être québécois. Et finalement, si ça n'avait pas été l'autofiction, il y aurait eu un autre substantif qui aurait décrit à un moment ou à un autre cette pratique, puisque les autobiographies licencieuses, c'est le terme, l'expression utilisée par Gasparini, encore une fois, ont été pratiquées avant 77, après 77, donc à un moment ou à un autre, quelqu'un aurait inventé un substantif, mais encore une fois, celui choisi par Dubrovsky était quand même très malin. Donc malgré l'exégèse conséquente qu'elle a déjà engendrée, l'autofiction peut être selon moi revisitée sous deux angles différents. Alors le premier, qui n'est absolument pas celui que j'ai choisi, mais qui me semble néanmoins potentiellement intéressant, est celui que j'appellerais l'indétermination. Il consiste à se débarrasser une fois pour toutes de ce que Philippe Villain a appelé le démon de la définition. Donc c'est une expression qu'il utilise dans l'autofiction en théorie. Et je faisais partie des gens visés, gentiment, et de protéger l'autofiction. Donc il se propose de protéger l'autofiction des regards analytiques forcément scrutateurs. Donc ce choix de l'indétermination ne peut s'accommoder d'une multitude de critères d'appartenance. Celui de la correspondance onomastique, donc même nom narrateur-auteur, entre auteur et narrateur, serait l'un des seuls recevables, et encore. C'est celui qui a été défini par Colonna, dans Autofiction et autres mythomanies littéraires. Donc pour lui, finalement, le seul critère auquel l'autofiction doit répondre, c'est ça, la correspondance onomastique, même nom pour l'auteur et le narrateur. À partir de là, on ne doit pas rendre de compte au réel. Alors pour moi, ces arguments sont séduisants, mais ne tiennent pas compte de la réception que l'on peut avoir de ces mythomanies littéraires, pour reprendre l'expression de Colonna, et de l'importance du positionnement générique dans l'acte de lecture. Parce que là, pour moi, c'est vraiment une position d'auteur, mais il ne prend pas en compte, encore une fois, la difficulté pour le lecteur de signer un contrat de lecture, de définir un contrat de lecture, de définir un cadre de référence. D'une certaine manière, et bien que son propos soit forcément rationnel, puisqu'il aborde l'autofiction de manière historique, Gasparini se fait aussi l'avocat de l'hybridité. C'est le concept de Gasparini, c'est l'hybridité. Il définit l'autofiction comme un genre hybride, de la simultanéité d'une double appartenance architectuelle, d'un, et je cite Gasparini, phénomène positif de double réception, à la fois autobiographique et romanesque. Donc, pour Gasparini, il s'agit bien d'associer, et je le cite à nouveau, deux contrats de lecture apparemment antinomiques. Alors toute l'ambiguïté de cette position réside selon moi dans l'expression apparemment antinomique. Gasparini implique qu'in fine, ces deux réceptions ne sont pas foncièrement incompatibles, alors que dans une certaine mesure, je pense qu'elles le sont. Je pense que l'autofiction, dans sa version d'hybridité simultanée et non hybridité successive, c'est-à-dire qu'il dit il prétend pas qu'il peut y avoir des passages référentiels, des passages fictionnels, mais mis bout à bout, lui il dit que ça peut être en même temps, c'est-à-dire que le même passage peut être à la fois référentiel et fictionnel. Alors pour moi, ça relève du récit non naturel.
Donc le récit non naturel, c'est quelque chose qui a été défini dans le cadre de la narratologie non naturelle. Alors, vous connaissez, j'en ai déjà parlé, la narratologie naturelle, qui est quelque chose qui a été défini en partie par Monica Fludernik, donc qui se base sur le fait que le récit, et principalement le récit romanesque, est inspiré d'actes énonciatifs quotidiens. Alors bien sûr, la chaîne est longue ensuite, et ça a été détourné, mais quand même que le récit romanesque s'appuie sur de l'énoncé, sur des formes d'énoncé que l'on pratique au quotidien. Alors le récit non naturel, c'est le contraire, c'est la science-fiction, c'est des récits au contraire de lecture impossible, c'est des romans qui présentent une chronologie improbable. Donc je vous présente un article que j'ai lu récemment, dont les auteurs viennent justement de l'université de Aarhus, et puis Brian Richardson, qui est un théoricien britannique qui a quand même pas mal travaillé dans la poétique cognitive, ou en tout cas dans les études narratives version moderne. Et donc il développe une branche de la narratologie non naturelle pour étudier ces récits. Alors c'est pas du tout en opposition à ce qu'a fait Fludernik avec la narratologie naturelle, mais bon, c'est pour vraiment montrer que certains romans, certains récits romanesques n'ont absolument rien à voir avec les formes quotidiennes d'énoncés. C'est un article très intéressant, spécifiquement pour les gens qui s'intéressent encore une fois aux récits de genre ou aux récits qui présentent quand même des caractéristiques improbables, encore une fois, principalement en ce qui concerne la temporalité. Mais par exemple, c'est dommage, on aurait pu en parler sur des narrateurs fous aussi, ils en parlent. Ils parlent énormément des narrateurs non fiables. Ils disent des choses intéressantes, je n'avais pas vu l'article à ce moment-là. Donc voilà, pour moi ce qui est problématique chez Gasparini, c'est cette hybridité simultanée. Je pense pas que... Et bon, il y a beaucoup d'études... alors je voudrais pas m'appuyer là-dessus parce que bon, je pense que j'ai pas lu d'articles qui peut-être prouvaient le contraire, mais cette idée de simultanéité en sciences cognitives, c'est peu probable, parce que vous savez que l'activité cognitive est dispatchée sur plusieurs aires du cerveau, et donc a priori ce serait plutôt une activité successive, entretenir la même idée en même temps, c'est ce que Keats appelait la capacité négative. Ça n'a pas été encore prouvé scientifiquement, être capable, encore une fois, d'entretenir en même temps deux idées incompatibles, contradictoires, bien que ce soit assez séduisant. Donc bon, de toute façon, impossible pour l'instant de prouver scientifiquement que Gasparini a tort ou a raison, mais voilà, ça me paraît assez difficile et je me base sur mon expérience de lecture. Donc, dans tous les cas, le refus obstiné de Villain ou Colonna de rationaliser la théorie autofictionnelle a trouvé son aboutissement dans un texte non traduit en français, donc Reality Hunger, publié en 2011 par David Shields, qui est un auteur américain, d'abord un auteur de romans et puis un auteur de ce qu'on appelle des memoirs ou d'essais aux États-Unis. Et puis là, depuis, en 2013, publié un autre essai, How Literature Saved My Life, qui en fait reprend un certain nombre de conclusions de Reality Hunger. Alors dans cet ouvrage, c'est dommage qu'il ne soit pas traduit en français, parce que vraiment, il va jusqu'au bout du raisonnement de Colonna ou de Villain. Donc dans cet ouvrage, l'auteur défend avec panache la thèse d'un genre non déterminé, et propose de quitter le rivage de la rationalité générique. Et en fait, dans le dernier, il va encore plus loin. J'ai travaillé justement pour Toulouse là-dessus. Et on va vraiment... ce qu'il propose, c'est quelque chose de post-genre, d'au-delà du genre. Donc, étant américain, il n'utilise jamais le mot d'autofiction, ne semble pas avoir eu écho de son existence outre-Atlantique. Pourtant, il désigne par d'autres substantifs une pratique qui, quand même, nous est familière, pour ceux qui s'intéressent à l'autofiction. Donc ces arguments peuvent être résumés ainsi, très brièvement. L'écriture fictionnelle et autobiographique partagent le même outil rhétorique, la prose. Il est donc normal que cela entraîne une perméabilité des frontières génériques. Vous me direz après dans la discussion si ça vous semble cohérent ou pas. Il établit une distinction entre l'autobiographie, donc autobiography,
et ce que les Américains appellent mémoire, un genre qui autorise à l'auteur une plus grande liberté esthétique selon lui. Donc certaines autofictions françaises correspondraient justement à la définition qu'il donne de mémoire. C'est assez difficile à traduire en français parce que quand même souvent mémoire c'est traduit par autobiographie en français. C'est pas des mémoires, hein, on est d'accord. Donc bon voilà, et c'est quand même deux genres qui cohabitent aux États-Unis. Un récit autobiographique. Un récit autobiographique. Ça correspond à un événement autobiographique, alors que l'autobiographie serait plus... Justement, voilà, c'est ce qu'il développe. Ouais. Mais ouais, c'est ce qui me semble assez pertinent. Mais c'est vrai qu'en français, c'est sachant que le genre du mémoire est justement en plein essor, alors que le genre de l'autobiographique l'est moins, enfin, chez un lectorat quand même assez sophistiqué. Donc, selon lui, une personne ne porte en elle qu'une seule autobiographie, alors qu'il est concevable d'écrire plusieurs mémoires à partir de plusieurs perspectives, par exemple. C'est aussi intéressant. Donc à l'instar de Dubrovsky, il voit le mémoire comme la version moderne de l'autobiographie. Il le précise aussi. Donc vraiment son mémoire, ce serait un peu l'autofiction, quand même longtemps après, de Dubrovsky. Alors ensuite, il annonce l'avènement de ce qu'il appelle lyrical essay, donc l'essai lyrique, qui reposerait sur la technique du collage littéraire, donc il reprend le terme collage, et qui pourrait être une forme d'autofiction philosophique. Donc la technique pour lui c'est le collage, le genre c'est lyrical essay. Enfin, et là réside selon moi la partie la plus intéressante, mais alors quand même aussi la plus polémique du texte de Shields, et alors c'est quelque chose qui développe énormément dans la deuxième partie de son diptyque, je ne sais pas s'il a voulu faire un diptyque, il réfute la dichotomie réel-fiction, et il juge inutile de tenter de nos jours de faire la distinction entre ces deux identités. Shields ne se contente pas de brouiller les cartes entre ces deux natures de texte, il avance, donc texte référentiel, texte fictionnel, il avance tout simplement que même dans la vie de tous les jours, la distinction fait-fiction n'est pas opératoire, et il est parfois difficile de séparer ce qui s'est réellement passé de ce qui semble s'être passé, donc il donne plusieurs exemples de souvenirs qu'il a ou qu'il a eu, et puis en discutant avec des gens, il s'aperçoit qu'en fait ça ne correspond absolument pas à ce dont il se souvenait. Et souvent il a plusieurs témoignages en face de lui, donc il en vient à douter de choses qu'il pensait vraiment ancrées dans le réel. Bon, c'est alors là aussi ça pose aussi énormément de problèmes même éthiques, hein, puisqu'on a vu quand même que les scandales littéraires se multipliaient aux États-Unis, notamment à la suite de publications de memoirs, des destins assez tragiques d'ailleurs. Donc j'ai voulu présenter dans un premier temps les conclusions de Shields, car s'il a raison, en tout cas du moins si vous pensez qu'il est dans le vrai, alors tout ce que je vais dire maintenant n'a aucun intérêt pour vous, puisque moi je me positionne sur un terrain plus rationaliste. De plus, toujours dans l'hypothèse selon laquelle Shields a mis le doigt sur la nature profonde de l'autofiction, cette dernière pourrait alors être le genre littéraire ultime, l'aboutissement de décennies de tentatives d'hybridité générique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de romans, il n'y a plus d'autobiographie, il n'y a plus de memoirs, il n'y a plus d'essais, c'est du lyrical essay. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on lui a reproché, on a dit que c'était une guerre contre le roman, et il reprend ça dans le dernier ouvrage qu'il a publié, et il dit qu'en effet pour lui le roman n'a plus aucun intérêt. Il a envie qu'on lui parle d'expériences vécues. Bon. Donc c'est quelque chose qui était quand même abordé brièvement et là qui a été confirmé dans le dernier texte. Et enfin, ce texte pousse avec talent quand même la logique de l'indétermination jusqu'à son paroxysme et de fait clôt tout un pan des débats liés à l'autofiction. C'est vrai que c'est difficile d'aller plus loin, il a vraiment poussé le bouchon très très loin. Donc je tenais à définir dans cette longue introduction cette option théorique qui n'est pas celle que je partage mais qui me semble quand même assez intéressante. Donc l'autre option, celle que j'ai choisie, consiste à succomber à nouveau au démon de la définition, à être possédé à nouveau par le démon de la définition, pour reprendre l'expression de Philippe, vilain, mais en apportant des éléments nouveaux, ou plus exactement des outils théoriques non encore testés dans la pensée autofictionnelle. Alors ces outils viennent de la poétique cognitive, même si certains auteurs auxquels je vais maintenant me référer ne se réclament absolument pas de cette pensée-là. Bon, j'en ai déjà parlé, la poétique cognitive, les frontières sont assez confuses. Il y en a qui en font sans vouloir en faire, il y en a qui veulent en faire, qui n'en font pas vraiment.
Bon, peu importe. Donc je vous donne quelques textes essentiels, mais bon, encore une fois, j'en ai déjà parlé, et puis il y en a plein d'autres, et puis même dans ces auteurs-là, il y en a qui tordent du nez quand on dit qu'ils sont cognitivistes ou cogniticiens, whatever. Donc je souhaiterais aborder cette tentative de redéfinition ou de définition nouvelle, dans un premier temps par le biais du problème identitaire, qui pour moi est central dans l'autofiction. Qui pose quand même la question de la relation entre un auteur et son texte, entre le contenu d'un texte et son auteur. Donc contrairement à Shears, il me semble que l'indécision ou la confusion ne sont pas synonymes d'indétermination. C'est quand même deux choses différentes. Ce n'est pas parce que le lecteur n'est pas en mesure de savoir si un auteur fabule ou non que cette position de congruence ou de non-congruence vis-à-vis d'une possibilité de réel n'existe pas. La théorie de l'indétermination en autofiction repose sur une prise en compte limitée des problèmes de réception et met de côté un fait incontournable de l'événement, dans l'événement de la lecture, l'existence de nombreux décalages entre la production d'un texte et sa réception. Ceci rend l'approche définitoire, qui est la mienne, difficile, mais montre aussi que l'indétermination ne peut être totale. Et englober l'auteur et tous les lecteurs est aussi difficile quand on a une seule approche. Donc si l'auteur ne veut pas dire si c'est vrai ou c'est faux, parce que finalement l'enjeu de l'autofiction c'est toujours ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le lecteur peut néanmoins désirer savoir, ou inversement, le lecteur peut refuser d'écouter un auteur qui souhaiterait dire les choses clairement, et non simplement. On a vu, ça a souvent été le cas, des auteurs qui ont essayé de dire les choses sincèrement n'ont absolument pas été compris, et tout le monde a pensé qu'ils racontaient des histoires. Donc si, toujours selon David Shears, l'origine du roman se situe dans le simulacre... j'ai du retard sur mon PowerPoint. Dans le simulacre de réalité qu'il propose, donc c'est ce que dit... Shears. Donc la fiction, c'est telling what did not happen. Et si, comme a démontré... je dis non, mais je sais pas pourquoi. Ouais, pardon. Non, c'est bon. Et si, comme l'a démontré John Searle dans un article intitulé The Logical Status of Fiction, donc le statut logique de la fiction, le trait constitutif du discours fictionnel résiste aussi dans le fait que le locuteur prétend être quelqu'un d'autre, donc aussi on est encore une fois dans le simulacre de réalité. L'autobiographie, quant à elle, avance traditionnellement ce qui peut sembler être la proposition inverse, puisqu'intrinsèquement, et là je cite David Herman, page 35 de Story Logic, donc l'autobiographie émane de l'acte énonciatif suivant, raconter ce qui nous est arrivé. Donc on le sait, l'autofiction se propose d'occuper soit une zone intermédiaire, soit de faire des allers-retours entre les deux zones. Comme j'ai pu le faire remarquer plus haut, rien de nouveau concernant cette position. Alors dans un article donc Marie-Laure Ryan, dans un article de Marie-Laure Ryan qu'on recevra au mois de juin, et dont j'avais présenté le texte l'an dernier donc sur les mondes possibles, donc When je is un autre, Fiction Quotation and the Performative Analysis, pas traduit en français, Marie-Laure Ryan note très justement que devenir un autre et jouer avec son identité est un aspect discursif fondamental du roman, et ce, quelle que soit la nature du discours. Il faut distinguer ici deux éléments. L'existence de deux zones phénoménologiques, réelles et fictives, et l'identité du locuteur. Et c'est vrai que c'est finalement deux choses assez... vous pouvez parler des réels en mentant sur votre identité, vous pouvez avoir votre identité réelle mais mentir sur ce que vous racontez, c'est le cas encore une fois de Operation Shylock. Donc finalement, encore une fois, il y a le contenu, les deux phénoménologies du contenu du texte, réel ou fiction, et puis il y a l'identité du locuteur, qui pour moi sont deux choses différentes et qu'on a souvent finalement confondues. Donc selon ce qui vient d'être dit, la mobilité constitutive de l'autofiction ne réside finalement pas dans le premier élément, c'est-à-dire la phénoménologie, pour le contenu du texte, mais bien dans le second, c'est-à-dire une ambiguïté quelquefois de l'identité du locuteur, du narrateur. Donc la confusion qu'elle entretient à dessein, l'autofiction, ne remet pas forcément en cause la distinction entre le monde réel et le monde fictionnel, contrairement à ce que Shears appelle le CVE. Elle émane plutôt de la mobilité
de la flexibilité inhérente à l'identité de l'auteur, qui semble pour certains occuper les deux zones simultanément et pour d'autres consécutivement. Donc en s'appuyant sur la linguistique, Ryan souligne dans un premier temps la différence fondamentale entre les premières et deuxième personnes du singulier et la troisième personne du singulier. Je l'ai écouté comme les bébés. Donc selon elle, cette asymétrie se manifeste à plusieurs niveaux. Donc encore une fois, la symétrie ou la différence entre la première et la deuxième personne du singulier et la troisième personne du singulier. Donc il y a une différence pragmatique. Donc la première et deuxième personne participent à l'interlocution, ce qui n'est pas le cas de la troisième, a priori pas présente. Syntactique, la troisième personne fait forcément référence à un nom propre, ce qui n'est pas le cas de la première ou de la deuxième personne, parce qu'encore une fois, on est en présence de ces personnes-là. Sémantique, la première et la deuxième personne ne signalent pas le genre du locuteur, par exemple. Et morphologique. Donc la différence fondamentale se situe, me semble-t-il, au niveau pragmatique, au niveau de la référence, dans la notion de participation qui évoque inexorablement le concept de présence, ou plus particulièrement de présence lors d'un événement compté, ce qui est quand même le cas de l'autobiographie et de l'autofiction. Je prétends avoir été présent lors des événements que je vais narrer. Ou je mens, ou je prétends que j'y étais, mais que ça ne s'est pas vraiment produit, ou que j'étais pas là, etc., etc. Donc le jeu autofictif est donc à la fois un jeu et un il ou un elle. On est d'accord, c'est l'hybridité, je suis à la fois première personne et puis troisième personne du singulier. Donc il se propose ainsi d'être deux personnes simultanément, ce qui d'un point de vue linguistique n'est pas possible, pour la simple et bonne raison qu'un pronom personnel a besoin d'un point d'ancrage déictique pour exister, in absentia ou in presentia, selon le pronom. Or, l'autofiction nous invite à ce qu'on appelle un déplacement déictique. Deictic shift, en anglais, concept issu de la théorie du même nom, Deictic Shift Theory, explicité notamment par Peter Stockwell dans son ouvrage Cognitive Poetics, An Introduction. Alors c'est un concept qu'on retrouve dans beaucoup d'études poétiques cognitives. Donc Stockwell décrit un roman comme un champ composé de plusieurs zones déictiques, perceptuelles, c'est-à-dire celle qui nous intéresse le plus ici, puisqu'elle désigne notamment l'attribution d'un référent à un pronom, spatial, temporel, relationnel, textuel, compositionnel. Donc le déplacement d'un champ à un autre, ou à l'intérieur d'un champ, consiste en un push ou un pop, on en a parlé plusieurs fois, Sylvie le patron l'a aussi évoqué quand elle est venue, terme qui implique à la fois l'idée d'un déplacement soudain, mais aussi la nécessité d'une réorientation, d'un ajustement déictique. Donc le passage d'un jeu réel à un jeu fictif, qui est l'équivalent finalement d'un il ou un elle, consiste donc à effectuer une poussée perceptuelle, un perceptual push, et à attribuer un autre référent à un pronom personnel qui en comptait déjà un. Donc le jeu autofictionnel est donc, d'un point de vue déictique, instable. Encore une fois, ça me semble être un jeu réel, et puis d'un coup, il se comporte comme un il ou un elle. Donc selon la théorie des mondes possibles, principalement développée par Marilyn Ryan, encore une fois j'en ai parlé l'an dernier, l'autofiction propose deux possibilités, qui dépendent, encore une fois, du contrat de lecture choisi par le lecteur, et la même infraction à la règle. La première, celle que Ryan nomme discours factuel, donc factual discourse, c'est des choses que j'avais présentées. Donc, grosso modo, tous les discours référentiels non fictionnels, qui incluent forcément l'autobiographie et se caractérisent par une correspondance parfaite entre le monde réel et le monde tel qu'il est présenté dans le texte, c'est-à-dire le monde réel textuel. Donc actual world and textual actual world, donc AW ou TAW. Donc AW c'est le monde réel, TAW c'est le monde réel textuel, celui de l'autobiographie par exemple. Et donc pour que l'autobiographie fonctionne, qu'on la considère comme vraie, il faut que le monde réel textuel, TAW, soit le même que le monde réel, enfin qu'on ait l'impression quand même que ce qui est raconté soit basé sur le réel. Donc AW égale TAW. En déclinant les types de mondes possibles, leurs propriétés et les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, Ryan ouvre la porte à un certain nombre d'incompatibilités que j'avais présentées, dans le cas par exemple des romans de science-fiction, celles que l'autofiction nous propose à partir d'un contrat de lecture autobiographique,
c'est-à-dire lorsque le lecteur d'une autofiction s'attend tout de même à recevoir un discours référentiel avec des écarts, parce qu'il y a aussi le cas de l'autofiction, on considère qu'à part le nom de l'auteur, tout est faux. Donc là, je base quand même sur une autofiction où, a priori, on va considérer que c'est hybride, c'est-à-dire un peu vrai, un peu faux, ou basé sur de l'autobiographie, mais avec quelques mensonges au passage. Donc consiste à insérer dans un monde réel un monde possible qui ne l'est pas réel, ce qui perturbe la logique sphérique de Ryan, je ne vais pas revenir dessus, mais reste concevable à partir du moment où on accepte la cohabitation de deux contrats de lecture, du fait du principe même de déplacement entre mondes possibles, entre les mondes possibles, et qu'on accepte aussi une notion de recentrage, recentering, et d'ancrage, anchoring. Ainsi, dans le cas d'une autofiction perçue encore une fois comme majoritairement autobiographique, ce qui est la plupart des autofictions, le centre, le point d'ancrage, serait composé d'un TAW, c'est-à-dire d'un monde réel textuel qui correspond quand même à peu près au monde réel. Donc c'est toute la partie saumon, rouge, comment ça sort chez vous. Et il y aurait quand même à l'intérieur de ce monde a priori réel, un petit monde satellitaire fictionnel. Donc voilà, l'autobiographe ou l'autofictionniste, l'autofictionnaliste, c'est autoriser quand même une part de fantaisie, une part d'invention, une part de fiction dans quelque chose qui est majoritairement réel. Dans celui d'une fiction perçue par le lecteur comme autofiction, c'est-à-dire là principalement de la fiction, mais quand même avec quelques références autobiographiques, on est dans le cas inverse, c'est-à-dire que le centre est occupé par quelque chose qui est de la fiction, qui est de l'ordre du roman, avec quelques références autobiographiques réelles, ce qui, encore une fois, c'est classique dans ce qu'on appelle le roman autobiographique. Donc, cependant, le lecteur est amené ici à se recentrer occasionnellement vers le monde réel, qui devient alors un monde possible, dans le sens d'une nature générique autre pour le texte, donc le petit satellite. Je tiens néanmoins à préciser que cette deuxième configuration autofictionnelle, donc qui pousse le lecteur vers la fiction et s'appuie sur la formule contradictoire que j'ai mise en haut, donc le monde réel textuel est différent du monde réel, mais un monde possible est égal au monde réel. Encore une fois, ce qui revient à dire une fiction avec des références autobiographiques, ne relève pour moi absolument pas de l'autofiction, c'est du roman autobiographique comme il est pratiqué depuis des siècles. Donc la seule équation possible pour l'autofiction, c'est celle que j'ai définie avant, enfin qui fait un sens, parce qu'encore une fois, sinon l'autofiction existe depuis longtemps, et c'est du roman à référence autobiographique, comme on a des centaines publiés chaque année. Donc dans cette configuration-là, et ce détail me semble vraiment important dans l'appréhension que le lecteur peut avoir de l'intention autofictionnelle de l'auteur, le locuteur réel, le locuteur réel, ce qu'elle appelle AS, Actual Speaker, est équivalent au locuteur impliqué, c'est-à-dire au narrateur, ce qu'elle appelle Implied Speaker, et donc il y a un discours factuel, encore une fois, qui est avéré, mais avec un écart. Voilà. Donc c'est l'autofiction classique. Donc l'écart inhérent à l'autofiction ne relève donc pas réellement de ce que Ryan appelle des relations entre deux mondes qu'on ne peut pas trancher. C'est-à-dire, elle appelait ça des undecidable relations. Donc ce serait à peu près l'hybridité de Gasparini, ce qui a pourtant été donc souvent évoqué dans l'autofiction. Cela, pour moi, relève de ce qu'elle appelle une ontologie scindée, split ontology. C'est-à-dire, alors que Ryan n'utilise pas pour le roman autobiographique, mais pour des romans présentant une facette réaliste et une autre relevant de la science-fiction, par exemple. Des romans, encore une fois, qui ont l'air assez réalistes avec des écarts, ou La Métamorphose de Kafka. Voilà, un texte assez mimétique, mais avec un énorme écart. Donc l'autofiction est très certainement un cas exemplaire d'ontologie scindée, figurant dans un texte énoncé par un locuteur réel qui effectue quelques incartades dans un monde possible qui, dans la nomenclature posée par Ryan de tous les mondes possibles susceptibles d'apparaître dans un roman, s'apparenterait à ce qu'elle nomme F-Universes. Donc l'univers des fantaisies des personnages, de la fiction, des rêves, des hallucinations, des fantasmes, encore une fois des fantaisies des personnages, et de la fiction dans la fiction.
Donc le lecteur réintègre le monde réel par le biais d'un recentrage, alors que la possibilité de ce monde fantasmé par l'auteur cohabite avec le noyau référentiel, mais encore représente une minorité dans un contrat de lecture, encore une fois, principalement autobiographique. Alors la force des outils théoriques proposés par Ryan, lorsqu'ils sont appliqués à l'autofiction, se résume selon moi aux deux conclusions suivantes. Donc l'accent, les voici. L'accent n'est plus mis sur la composante fictionnelle du contenu du texte, mais sur une virtualité réunie au sein d'un monde possible qui vient modifier le contrat de lecture assez simple de l'autobiographie. L'autofiction, dans sa version rationnelle, encore une fois une autofiction basée sur de l'autobiographie en grande partie, n'est pas à la fois ici et ailleurs, génériquement, comme ce que prétend Gasparini, mais elle contient en elle-même son ailleurs. Elle est donc bien là, autobiographique, référentielle, tout en proposant une virtualité qui la distingue des écrits autobiographiques classiques. Et pour moi, c'est de la virtualité, elle contient une virtualité, mais pas forcément de la fiction. C'est-à-dire que, je vais revenir dessus, mais l'auteur s'imagine virtuellement dans d'autres cas de figure. Selon cette logique des mondes possibles, l'autofiction pourrait se targuer de posséder une intégrité générique et pourrait ainsi se débarrasser de l'étiquette de double genre, ou genre double, ou genre hybride, plus exactement, pour intégrer donc une logique de monde majeur et de monde mineur, pour reprendre encore une fois les conclusions de Ryan, l'univers F, le F Universes de Ryan, devenant ce monde mineur nécessaire à son identité, et le recentrage de l'un vers l'autre étant le mode opératoire de la lecture qu'il a défini, qui définit l'autofiction. Donc ce serait une autobiographie avec recentrage. Le néologisme choisi par Dubrovsky a peut-être fourvoyé une génération de théoriciens, parce que finalement on retient toujours que plus la fiction que l'auto-fiction, alors que la réponse à l'énigme générique posée par l'autofiction se trouvait, peut-être non pas du côté de la fiction, mais bien de la virtualité, de l'auto-virtualité. S'imaginer dans des circonstances différentes, dans une autre chaîne causale, à partir de sa vie bien réelle. Et je n'ai pas retrouvé le texte, mais je me souviens avoir lu un texte de Kundera, où il parlait justement de ça. Il ne parlait pas d'autofiction, mais dans ses écrits, dans ses essais qui ressemblent souvent à des essais lyriques tels qu'ils ont été définis par Shields, il y a une histoire de virtualité, de s'imaginer dans d'autres cas de figure. Mais il ne parle pas de fiction, il parle bien à partir, encore une fois, d'un récit référentiel. Donc bref, créer un monde possible au sein d'un univers clairement autobiographique. Donc cette définition peut éventuellement convenir aux attentes de ceux qui prônent l'indétermination, puisque le seul critère qu'ils acceptent de prendre en compte est la correspondance onomastique entre le locuteur réel et le locuteur impliqué. Bon, bien évidemment, pour que la logique autofictionnelle fonctionne, cette correspondance ne peut pas se limiter au nom, elle doit aussi être sémantique, c'est-à-dire que le porteur du nom doit correspondre à un certain nombre d'événements que nous, on va identifier comme autobiographiques. Et ça implique aussi un travail, je vais revenir là-dessus, sur les seuils, sur l'identité de la figure de l'auteur. Donc l'auteur doit s'identifier et être identifiable en tant que lui-même. Si ce n'est pas le cas, comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, le monde possible n'est plus satellitaire, mais bien central, et alors là, pour moi, c'est de la fiction. Ce qui en soi n'est absolument pas problématique, mais c'est de la fiction. Donc pour en finir avec ces notions de virtualité, je voudrais attirer l'attention sur le parallèle entre les mondes possibles et un aspect spécifique des sciences cognitives sur lequel s'attarde Norman Holland dans un ouvrage que j'avais présenté à l'instant T, donc Literature and the Brain, qui n'est toujours pas traduit en français, donc la littérature et le cerveau. L'auteur se faisant l'écho des découvertes récentes dans le domaine des sciences cognitives, donc ça remonte à 2009, donc peut-être que ça a été dépassé, c'est dépassé maintenant, et donc de la neurobiologie, et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre compréhension de ce qu'est la lecture. C'est quelqu'un qui a travaillé énormément, encore une fois, sur les expériences psychologiques sur les lecteurs. Donc il mentionne à plusieurs reprises l'importance pour un sujet d'être capable de produire, dans ce texte, d'être capable de produire des raisonnements contrefactuels, counterfactuals en anglais, donc, ce qui fait partie, encore une fois, de notre activité cognitive quotidienne. Donc ces raisonnements, c'est des raisonnements hypothétiques, ne sont ni plus ni moins que des récits, des espaces narratifs virtuels élaborés à partir de ce qui se produit réellement dans notre existence. Donc en voici un exemple classique.
si j'avais agi de manière différente, j'aurais pu obtenir un résultat différent. Si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment. Voilà un raisonnement contrefactuel. Et en fait, bien sûr, on en a besoin pour anticiper de nouveaux problèmes, pour appréhender, encore une fois, de nouveaux obstacles. Donc Harland écrit que si nous perdons la capacité d'imaginer des irréalités, de créer des récits, nous cessons d'évaluer le réel. Encore une fois, être capable de produire des énoncés contrefactuels nous permet de nous projeter dans le futur, et encore une fois, on sait que le cerveau est une machine à produire du futur. En tout cas, nous projeter dans des situations futures. Donc ces fonctions narratives sont déficientes chez certains sujets, et cette déficience peut se manifester de deux manières différentes. Un handicap dysnarratif, donc dysnarrativia, donc l'impossibilité de générer des récits, et notamment des récits contrefactuels, et celui propre aux confabulateurs, confabulation, patients qui sont, selon les neurobiologistes, inventent des histoires pour expliquer les pathologies dont ils sont victimes, mais pathologies qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire ces gens qui génèrent en permanence des récits, mais qui n'ont aucun rapport avec le réel. Donc en fait, c'est les deux extrêmes, des gens qui sont incapables de générer du récit, et surtout du récit qui va leur permettre de se positionner dans l'avenir, et puis des gens qui produisent en permanence des récits, mais qui n'ont aucun rapport avec le réel, qui ne va absolument pas les aider à appréhender le réel. Donc à l'instar d'un sujet normal, ils produisent, donc ces derniers, les confabulators, ils produisent, à l'instar d'un sujet normal, ils produisent des récits contrefactuels, mais ils le font à partir de faits qu'ils ne comprennent pas, qui ne déboucheront sur rien. Alors que les victimes d'un handicap dysnarratif sont incapables de générer des récits, les confabulateurs en produisent suffisamment, voire trop, sans toutefois pouvoir s'en servir pour comprendre leur environnement et la nature de ce qui les frappe. Il me semble que la séparation entre une autofiction dans sa version cohérente, celle proposant un pacte de lecture de type autobiographie contrefactuelle, et je prends comme exemple The Invention of Solitude, donc l'invention de la solitude de Paul Auster, qui n'est pas un exemple récent, mais pour moi vraiment un des plus beaux textes autonarratifs, et une autofiction qui n'est finalement qu'une fiction, et je reprends Operation Sherlock parce que c'est la grande arnaque autofictionnelle, arnaque bien sûr dans le sens qu'elle a été assumée par l'auteur, je ne me permettrai pas de dire du mal à l'auteur, que quand même j'aime bien, se trouve justement entre récit contrefactuel et confabulation. Donc, dans les deux cas, une virtualité est envisagée, mais dans le second, elle n'a pour point d'ancrage aucun monde réel. C'est-à-dire qu'à part le nom de Philip Roth qu'on trouve dans Operation Sherlock, il n'y a absolument rien de réel. C'est de la confabulation, c'est-à-dire c'est une logorée qui n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est vraiment produit, contrairement à ce que prétend Roth dans sa vie réelle. Encore une fois, il n'a jamais été agent du Mossad, mais finalement, un texte, il a dit qu'il a arrêté d'écrire, mais peut-être on apprendra dans ses mémoires justement que c'était le cas, peu probable quand même. Et puis le premier, c'est-à-dire The Invention of Solitude, un récit référentiel où l'auteur s'imagine par instant dans d'autres circonstances, dans une virtualité. Ok. Donc afin de clore cette partie sur la confabulation et tout simplement sur la fabulation, je souhaiterais évoquer un classique de la poétique cognitive que j'ai déjà mentionné brièvement aussi ici, donc Experientive Narrative Worlds on the Psychological Activities of Reading, toujours pas traduit en français, vraiment dommage. Dans son ouvrage, et on doit dire Gehrig, mais ça fait bizarre, ça fait Gehrig, ouais. C'est Gehrig, je pense. Gehrig revient sur l'un des plus vieux adages de la théorie littéraire, c'est quelque chose que j'avais aussi brièvement mentionné. The willing suspension of disbelief, donc la suspension volontaire de l'incrédulité, ou consentie de l'incrédulité. Je crois qu'on le traduit par consenti, je ne sais pas. Donc Gehrig réfute cet adage, j'en avais aussi parlé brièvement, en montrant que notre propension naturelle nous pousse justement à croire, bien plus qu'à remettre en cause ce qui est décrit dans la fiction. Donc c'est quelque chose, encore une fois, il s'appuie, c'est étayé par des travaux en sciences cognitives. En fait, naturellement, on est un peu bené, on croit à tout.
On n'a pas besoin de suspendre notre incrédulité. Donc pour étayer sa position, Garrick se réfère à Spinoza, selon lequel, pour percevoir, nous devons d'abord croire que ce que nous percevons est bien réel. Donc pour Garrick, nous appréhendons la fiction de deux manières. De manière non systématique, nous percevons et ce que nous percevons est perçu comme vrai, et dans une moindre mesure, d'une manière systématique, qui nous conduit à examiner réellement la nature de ce que nous percevons. Donc attention, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on pense que ce qui est raconté dans un roman s'est réellement passé, mais on pense que le monde décrit, donc le monde possible décrit dans le roman, ressemble à la réalité, ou obéit aux mêmes lois que le réel. Donc Garrick en vient donc à contester l'adage de Coleridge pour affirmer le contraire. Naturellement, nous croyons à la réalité du monde fictionnel. L'effort à fournir ne consiste plus à suspendre notre incrédulité, mais bien à la construire. Donc il parle de construction of disbelief. Donc Garrick avance que les seules distinctions expérientielles entre fiction et non-fiction sont celles que le lecteur fait l'effort de construire. Donc, par exemple, encore une fois, dans le cas d'un roman de science-fiction, là on se rend bien compte qu'à un moment il va falloir suspendre notre incrédulité. Puisque si on ne la suspend pas, ça ne correspond absolument à rien de ce qu'on connaît. Garrick avance que... je viens de le dire. Donc selon Coleridge, finalement, la position naturelle du lecteur d'une autofiction consisterait à accepter naturellement la partie référentielle et à douter de la partie fictionnelle. Garrick affirme que c'est bien l'inverse qui se produit. Dans tous les cas, ce dernier, c'est-à-dire que pour une autofiction, on accepterait la partie fictionnelle et on douterait de la partie référentielle. Donc Garrick affirme que c'est bien l'inverse, je vais le dire. Dans tous les cas, ce dernier enrichit la réflexion autour du genre qui nous intéresse ici, plaçant définitivement l'identité générique du côté du lecteur. Si ce dernier ne fait pas l'effort de distinguer les deux types de discours, on est bien évidemment dans l'indétermination, mais pas celle vantée par Colonna ou Villain, car ces derniers ne nient pas la différence entre fait et réalité et la capacité du discours littéraire à exprimer l'un ou l'autre, et ils soulignent plutôt le côté vain de la fiction est bien reçue comme un couple autobiographie plus virtualité. Le problème lié à la réception des segments fictionnels disparaîtra, et ce, que l'on soit du côté de Coleridge ou de Garrick. Donc la notion d'incrédulité peut nous mener à un aspect de la théorie autofictionnelle qui mérite selon moi d'être visité au travers d'un prisme différent. Il s'agit de la notion d'identité, ce sera ma dernière partie, c'est-à-dire la figure de l'auteur. Donc, j'ai eu l'occasion de montrer dans mon ouvrage comment l'identité générique d'un texte était le fruit d'une négociation entre le lecteur et la figure de l'auteur qu'il a lui-même construite, c'est-à-dire la figure de l'auteur telle qu'elle est perçue, bien évidemment, par le lecteur. Donc l'autofiction implique que cette identité soit instable. Encore une fois, je doute de l'identité, c'est un jeu et c'est un il. J'ai cependant tenté de démontrer que la virtualité n'implique en aucun cas une modification de la figure de l'auteur. Il s'agit simplement d'un déplacement cognitif à l'intérieur d'un texte dont la figure auctoriale demeure stable. La règle de persévérance de Monica Fludernik, donc une fois que le lecteur a établi une perspective qui prévaut sur les autres, il a tendance ou elle a tendance à persévérer avec elle le plus longtemps possible, ou la voie de la moindre résistance de Lefko, donc je vous mets, je n'ai pas traduit, mais bon, ça opère à une logique similaire. Finalement, on est un peu feignant. Une fois qu'on a plus ou moins déterminé la figure de l'auteur, on lui a attribué une identité, on va essayer de la garder le plus longtemps possible. Donc, ce qui va à l'encontre de la notion d'hybridité et de la gymnastique qu'elle implique. Donc ces deux notions viennent renforcer l'idée que le lecteur n'est pas prompt à modifier son approche d'un texte et son contrat de lecture, et cela est également vrai pour l'autofiction. Donc je me permets de rappeler l'adage de Philippe le Jeune. Je ne crois pas, j'aime beaucoup cet adage, je ne crois pas qu'on puisse vraiment lire assis entre deux chaises. Vous savez que le Jeune n'aime absolument pas l'autofiction, et voilà, pour lui ça correspond à aucun contrat de lecture, mais bon, lui forcément il prône le contrat de lecture autobiographique, et c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse énormément au genre autobiographique.
Donc cette résistance du lecteur au repositionnement ne réduit pourtant pas la difficulté à définir de manière satisfaisante la notion d'identité octoriale. Donc c'est une chose d'écrire que le contrat autofictionnel est signé avec l'auteur réel, mais c'est une toute autre affaire, bien plus complexe que de définir cette identité. En effet, celui qui écrit n'est pas celui qui vit. Cela a été répété maintes fois sous diverses plumes, et le nom que je porte au quotidien ne comprend pas les mêmes sèmes que celui que j'affiche sur la couverture d'un livre si je suis un auteur. Donc on peut regretter les longs débats sur l'éventuelle réalité ou fictionnelle du moi octorial. Il aurait pourtant peut-être été plus intéressant de se pencher sur la réalité d'une identité et la façon dont elle s'affiche publiquement sur les seuils définis par Genette. Donc il faut aussi être capable de mesurer la différence fondamentale entre un autofictionnaliste inconnu et un autofictionnaliste professionnel. L'acte de lecture et l'intersubjectivité qu'elle entraîne sont radicalement différents. C'est vrai que je ne vais absolument pas appréhender, je n'aurai pas la même image de la figure de l'auteur, de quelqu'un qui a écrit 10 autofictions, puis quelqu'un qui a écrit une première autofiction dont je n'ai jamais entendu parler. Donc je ne connais absolument pas les scènes autobiographiques ou référentielles. D'ailleurs, quelquefois, je ne vais absolument pas percevoir que c'est une autofiction parce que je ne connais rien de l'histoire de cet auteur-là, surtout, encore une fois, si je n'ai rien lu de manière péritextuelle. Donc, selon Norman Holland, un auteur entraîne un schéma. Je l'ai pas mis, excusez-moi. Donc, entraîne un schéma, ce qu'il appelle schema, de réception. Nous attendons par exemple d'Hemingway un certain type de livre, style laconique et romans portant sur des romans qui mettent leur virilité à l'épreuve, j'en ai déjà parlé. Mais bon, et c'est vrai, finalement, les schémas sont plus ou moins complexes, et forcément, plus on connaît un auteur, plus le schéma va être complexe. Mais je suis sûr que moi, quand je pense à Philip Roth, j'ai un schéma que je peux résumer en 5-6 lignes, ce qui ne réduit absolument pas la complexité des textes. Mais c'est vrai que j'ai une position d'attente qui est quand même très déterminée, très définie, quand j'ouvre un roman de Roth. Or, pour un autofictionnaliste, ces stéréotypes concernent, bien plus que le style, l'identité qui est dévoilée et déclinée dans des écrits dont l'enjeu est, répétons, le référentiel. C'est-à-dire, voilà, pour un autofictionnaliste, ça se complique, il y a une façon d'écrire, mais il y a aussi une façon d'être. Il y a ce qui va appliquer, ce qui va afficher comme SEM référentiel. Donc, cette identité vraie n'est pourtant jamais simple. La fiction n'a pas l'apanage de la complexité, bien au contraire. Autobiographe et autofictionnaliste se situent continuellement dans une démarche d'autopoïèse, c'est le gros mot, le big word de la journée, de production de leur propre identité en interaction avec leur environnement, et pour un auteur contemporain, cet environnement est principalement médiatique. Donc d'autopoïèse, pour résumer vraiment brièvement, production de sa propre identité, autocréation ontologique. Donc l'auteur sud-africain Coetzee a avancé dans un entretien accordé à un journaliste, David Atwell, en 2002, que toute autobiographie est une autre biographie. All autobiography is autre biography. Et il utilise autre le mot français. Donc je ne suis pas certain que lorsqu'on parle d'écriture, et qui plus est d'écriture autoréférentielle, que cette logique d'auto-altérité fasse avancer le débat. Pour moi, absolument pas. Il faut plutôt élargir le cadre identitaire et centrer nos études sur l'identité octoriale, figure de proue de l'identité générique du texte. Donc des recherches récentes peuvent nous aider à explorer cette autopoïèse de l'auteur, certaines n'étant pas forcément en rapport avec les sciences cognitives d'ailleurs, ou absolument pas du tout. Donc là, pour moi, c'est quelque chose que je commence juste à faire, mais bon, ces travaux existent déjà, je vais en citer certains. Donc j'avais fait, lors de la journée des doctorants, référence à un texte de Bernard Lahire, mais là c'est un autre, donc Franz Kafka, élément pour une théorie de la création littéraire. Donc c'est un texte dans lequel Lahire fait de la intentional fallacy, ce qui a été quand même tabou pendant des années, c'est-à-dire qu'il utilise la vie de l'auteur, des segments autobiographiques pour expliquer le texte, mais de manière bien plus complexe que cela a été fait avant, mais aussi, encore une fois, en allant à l'encontre de certains interdits, en n'hésitant pas
expliquer certains effets du texte par des événements de la vie de Kafka, et de manière assez concluante, en utilisant notamment la sociologie aussi, puisque c'est un sociologue, mais la sociologie culturelle. Alors je pense aussi à un auteur, alors là encore une fois je cite des chercheurs qui travaillent sur la figure de l'auteur, ce qui est encore une fois l'autorialité, et des choses qui vont permettre encore une fois de travailler sur la figure de l'auteur. Et des gens qui n'ont, pour certains, Schoenberg absolument pas, de rapport avec la poétique cognitive. Donc c'est quelqu'un qui a publié notamment cet ouvrage, The Death and Return of the Author, Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. Il a écrit un autre ouvrage aussi sur l'autorialité, authorship je crois, et un certain nombre d'articles, encore une fois, sur la construction identitaire de l'auteur. Il est à l'université d'Édimbourg. C'est quelqu'un qu'on pourrait peut-être un jour essayer de faire venir dans le cadre d'un de nos séminaires. C'est vraiment une des références mondiales sur l'autorialité. Et puis, une université danoise, j'ai l'impression qu'on dit O russe en fait, AEA, ça fait O. Donc, je ne parle pas de travaux en particulier, mais qui a fondé un centre, donc Center for Fictionality Studies, donc sur les études de la fictionnalité, et qui eux travaillent notamment aussi sur l'autofiction, version française, et qui travaillent sur les seuils, sur la mise en scène de la personnalité de l'auteur. Et donc forcément sur l'impact que ça a sur notre appréhension de la figure de l'auteur et sur l'appréhension du texte. Sur les vases communicants entre les seuils et le contenu du texte. Comment notre lecture va être influencée par ce qu'on sait de l'auteur, la façon dont il s'affiche. Donc toute ça travaille aussi par exemple sur le travail des agents. Ça aborde les travaux des agents, comment un agent va essayer de mettre en scène son auteur, les maisons d'édition. Donc c'est sur les médias, sur la communication, et des choses qui peuvent nous sembler peut-être superflues, mais en lisant quand même leurs travaux, non, c'est des choses qu'on prend en compte inconsciemment et qui figurent encore une fois dans notre travail d'interprétation, dans notre travail herméneutique. Donc, oui, et puis en fait, ils reprennent aussi ils mentionnent une partie d'un texte de Lejeune, moi aussi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il consacre un chapitre à étudier la prestation des auteurs dans Apostrophe, chez Pivot. Et vous vous en souvenez pas, c'est une partie assez intéressante, la façon dont l'auteur vend son texte en fait chez Pivot. Et l'impact que ça n'a pas sur les ventes, mais sur la lecture. Donc, pour aborder la conclusion, donc si on utilise un lexique propre aux sciences cognitives et plus particulièrement à ce qu'on appelle frame theory, donc la théorie des cadres, finalement les outils, j'avance, tous les outils que j'ai présentés là rentrent en fait dans cette théorie-là, c'est-à-dire qu'ils définissent des cadres de réception par rapport à une identité autoriale. Donc à l'origine de cette théorie, c'est Marvin Minsky, je l'ai déjà présenté, et il définit la théorie des cadres ainsi. Donc voici l'essence de la théorie des cadres. Lorsque nous sommes confrontés, traduction en fait assez rapidement, lorsque nous sommes confrontés à une nouvelle situation, lorsque nous effectuons un changement substantiel dans notre perception d'un problème, nous allons chercher dans notre mémoire une structure qu'on appelle un cadre. C'est un système que l'on peut adapter pour correspondre à la réalité en changeant des détails si nécessaire. Donc l'identité de l'auteur est le cadre qui nous permet de lire de l'autofiction, c'est le cadre vraiment le plus important quand on aborde l'autofiction. Ça nous permet d'identifier la virtualité que l'autofiction englobe, ce monde possible fantasmé par l'auteur, parce qu'encore une fois, sans récit péritextuel, sans figure de l'auteur, sans seuil, il n'y a pas d'autofiction. Si on ne sait absolument pas à quoi ressemble la vie de l'auteur, on est incapable de dire si le texte est une autofiction. On peut toujours croire à la bonne foi de l'auteur, mais on a vu que c'était peut-être quelque chose d'assez risqué. Donc, j'en viens à ma conclusion. Dans un article intitulé, je crois que j'en avais parlé à l'instant T aussi, celui-là, c'était celui de Manfredian,
Donc, frames preferences and the reading of third-person narratives towards the cognitive ontology. Je crois que c'était celui-là. Absolument pas traduit en français. Manfred Jahn applique cette théorie des cadres à la narratologie. Il montre que la flexibilité d'un cadre, qui peut être modifié ou élargi à plusieurs reprises avant d'être remplacé. Donc lui aussi, hein, il met bien en place qu'on est quand même réfractaire au changement de cadre, vraiment le tester le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il devienne obsolète, s'applique parfaitement à la façon dont le texte littéraire est reçu par le lecteur via un narrateur. Il nous montre qu'un narrateur dispose d'un certain nombre de règles de préférence, preference rules, à partir desquelles il va appréhender le discours d'autrui. Donc, par exemple, je les ai traduites, donc, il est préférable de supposer, donc là c'est pour un acte intersubjectif quotidien, une communication de tous les jours, une conversation, il est préférable de supposer que le narrateur exprime quelque chose de pertinent, à moins qu'on soit obligé de subir la conversation de l'autre pour des raisons institutionnelles ou professionnelles. Il est préférable de supposer que le narrateur croit ce qu'il va exprimer. Il est préférable de supposer que le narrateur donne suffisamment d'informations. Il est préférable de supposer que le message énoncé par le narrateur est présenté de manière ordonnée. Voilà. Une conversation, encore une fois, classique, de base. La complexité de l'autofiction réside dans le fait que souvent sa lecture nécessite la superposition de deux cadres, le cadre générique et le cadre identitaire. Encore une fois, dès que l'identité change, l'identité de l'auteur change, on est obligé de changer le cadre générique. Donc néanmoins, on peut aussi supposer que le cadre générique comprend le cadre identitaire, en gardant toutefois à l'esprit qu'une modification radicale du cadre identitaire peut modifier profondément la nature du cadre générique. Si pendant la lecture d'une autofiction, je découvre dans la presse que Philip Roth a menti, alors que je pensais bien qu'il avait été agent du Mossad, bien évidemment, l'identité du texte va changer, et même si la dernière page du roman, Philip Roth nous dit bien qu'il a menti et qu'il n'a jamais été agent. Quant aux règles de préférence donc inhérentes à l'autofiction, si je détourne un petit peu les règles de préférence de Manfred Jahn, elles peuvent se présenter ainsi. Il est préférable de supposer que le narrateur et l'auteur sont la même personne. Il est préférable de supposer que l'auteur s'apprête à présenter ce qu'il doit être sa propre réalité. Il est préférable de supposer qu'à l'intérieur de ce monde textuel réel, un monde virtuel sera présenté. Il est préférable de supposer que cette virtualité ne prendra pas le dessus sur la partie référentielle. Donc encore une fois, par rapport à l'auto-virtualité que j'ai présentée, voilà les règles de préférence de base. Je mets bien, il est préférable. Donc la théorie des cadres permet d'insister sur le rôle essentiel que joue la réception dans l'existence même de l'autofiction, et elle donne un outil permettant d'appréhender la nature et l'organisation des textes autofictionnels. Je voudrais clore cette présentation en me référant une dernière fois à la théorie littéraire récente et plus particulièrement au concept d'expérientialité. C'est un peu agressif, mais on range quand même. Donc développé par Monika Fludernik à l'occasion de ses travaux sur la narratologie naturelle, qui se propose d'étendre le champ des études narratives au domaine non littéraire. Non littéraire, c'est ce que je vous disais. Des actes de communication au quotidien, qu'on effectue au quotidien. Donc être étroitement lié à la narrativité, ce qu'on appelle narrativity d'un texte, l'expérientialité consiste à relater l'expérience d'un sujet et la reproduire de manière à engager l'intérêt d'un lecteur. L'autofiction serait donc une façon personnelle d'organiser son vécu en expérience narrative, l'autobiographie en serait une autre. Un détour par la narratologie naturelle de Monika Fludernik nous permettrait d'étudier la narrativité propre des autofictions et de repenser le produit de l'autofiction non plus en vécu, détourné la plupart du temps, mais en une expérientialité qui lui est propre. Donc expérience plus virtualité. Celle-ci nous renvoie à la réception du texte, à la construction de la figure de l'auteur, à un rapport intersubjectif entre deux êtres, éléments qui n'ont pas suffisamment figuré dans les débats théoriques inhérents à l'autofiction. Donc la poétique cognitive, dans son acceptation la plus large,
peut nous aider à prendre ces points en compte, même si cela implique l'appropriation de ces outils. Monica Fludernik reconnaissant elle-même que la narratologie naturelle n'est pas faite pour accueillir les textes les plus expérimentaux comme l'autofiction. C'est une petite contradiction par rapport à ce que je viens de faire, enfin pas une contradiction, mais elle-même dit que finalement l'autofiction c'est les limites de la narratologie naturelle puisque ça n'a rien de naturel. Mais parce qu'elle envisage encore une fois l'autofiction comme quelque chose d'hybride, de contradictoire. Or c'est ce que j'ai essayé de contredire là, pour montrer qu'il y a quand même une forme de rationalité au niveau du contrat de lecture. Donc il me semble que l'autofiction et les études qui lui ont été consacrées, en insistant presque systématiquement sur l'ambiguïté du phénomène, ont fait fausse route, Oui, alors j'ai oublié de vous présenter ça, mais il me reste 5 lignes. En fait, pour elle, la narratologie naturelle s'appuie sur donc 4 schémas explicatifs d'accès à l'étude, d'accès à l'étude, à l'histoire, merci, qu'on retrouve en fait, encore une fois, dans nos activités cognitives quotidiennes, telling, viewing, experiencing and acting. Et en fait, grâce à experiencing, elle fait rentrer un certain nombre de récits, notamment de récits postmodernes qui posaient problème au niveau, par exemple, de la fiabilité du narrateur, quand même dans le cadre de la narratologie naturelle, donc de choses qu'on peut retrouver dans la communication quotidienne grâce à experiencing. Parce que finalement, la catégorie d'experiencing, elle est très large, et le stream of consciousness, c'est quand même du experiencing, donc ça reste un récit naturel, même si on a souvent jugé ça comme une forme non naturelle de récit. Bon, je résume très brièvement. Donc, comme je disais, il me semble que l'autofiction et les études qui lui ont été consacrées insistent trop sur l'ambiguïté du phénomène et ont pris du retard sur leur finalité première, qui est celle d'étudier une mise en récit de soi, plus ambitieuse littérairement du fait de l'intégration de la virtualité de notre vie psychique, d'explorer la figure de l'auteur et de penser l'identité directement en rapport avec le texte qui la porte et non comme une identité qui lui préexisterait. Si elles parviennent à faire cela, l'autofiction et la théorie qui l'accompagnent vont ouvrir, je pense, un nouveau chapitre de leur histoire, alors que je pense que là, on avait quand même atteint les limites de la réflexion sur l'autofiction. Et je vous remercie.